Eh bien, yo les potes de tout le monde, c'est Nox13, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois encore et encore un invité. Aujourd'hui, je suis avec Reynald Zapata qui est peintre, artiste, etc. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous laisse un court extrait de ses performances. Ouais, c'est quand même ouf. Donc il sera avec nous pendant 3/4 d'heure, je crois, si je dis pas de bêtises. Il répondra à toutes nos questions, il nous parlera de son histoire, de son aventure, de ce qu'il fait, etc. Donc si cette vidéo te plaît et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager, commenter. Vous connaissez les bails et moi je vous dis let's go pour la vidéo. Donc déjà, pouvez-vous vous présenter? La grosse moitié, c'est une activité de peintre performeur. Là, donc, je fais du live painting, à savoir faire des tableaux en live, en direct, sur scène, en général sur un temps plutôt court, le temps d'une chanson. Et je fais ça beaucoup pour des ouvertures de concerts sur des festivals ou des concerts, tout simplement. Et puis, je fais ça beaucoup en événementiel également pour des entreprises, pour les galas de Noël, les arbres de Noël, toutes ces choses-là. Ouais, ça, c'est le principal de mon activité. Et donc, comme vous venez de le dire, vous êtes peintre, mais donc avez-vous fait une école d'art ou quelque chose dans ce style-là? En fait, j'en ai fait deux, sachant que, alors moi, j'ai su très très tôt que je voulais être dessinateur. Alors quand je dis très tôt, ça veut dire que j'étais quoi, en CM1, quelque chose comme ça à l'époque, et je voulais être dessinateur. Alors dessinateur de quoi, je ne sais pas, mais je voulais être dessinateur, peut-être de BD ou de dessins humoristiques, mais bon, j'avais pas trop de vision plus précise que ça. Mais je voulais faire du dessin, ça c'était clair. Et en fait, au collège, c'est ma prof d'art plastique qui m'avait dit, tu sais, si tu veux faire ça de manière professionnelle, il faudrait que tu commences à prendre des cours parce que tu dessines très bien, mais plus tôt tu auras de la technique et mieux ce sera, quoi. Je fais OK, super. Et donc mon année de quatrième ou troisième, je sais plus, je crois que c'est l'année de troisième, j'avais pris des cours municipaux là où j'habitais à cette époque-là. Et ensuite, j'ai passé le concours d'entrée à l'école Estienne. Donc, c'est à Paris, ça. Donc, que j'ai réussi. Donc, j'ai fait 3 ans d'études à Estienne à partir de la seconde. Et puis après Estienne, j'ai fait une autre école qu'on appelle l'école Olivier de Serres, mais qui est l'école nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, où là, j'ai fait encore un cursus de 2 ans. Voilà. Et après, à l'issue de ça, je me suis lancé dans la vie active. Et donc, vous, dans vos peintures, donc vous utilisez différentes techniques, que ce Ouais. soit le pochage, etc. Pouvez-vous tout simplement les présenter? Dans les techniques principales, effectivement, je vais avoir, alors, sur la partie street art, comme vous venez de le dire, je suis essentiellement pochoirie. L'intérêt du pochoir, c'est de pouvoir multiplier, de l'utiliser plusieurs fois, et ce, sur des fonds différents, avec des couleurs différentes. Donc ça va être ça l'intérêt du pochoir. C'est vraiment, alors c'est long à préparer, mais parce qu'il faut faire toutes les petites découpes, tout ça. Mais après, on peut s'en servir quand même plusieurs fois. Donc ça, c'est super intéressant. Et suivant sur quel support, si c'est du bois, si c'est de la pierre, du métal, de la toile, finalement, à chaque fois, on aura quelque chose de différent, quoi. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le pochoir. Et puis dans son écriture aussi, moi je suis assez proche de cette écriture-là, de cette culture-là, on va dire un peu rock des années 80. Voilà, je suis né en 73, donc les années 80, c'était mon adolescence.
Donc c'est des références qui me parlent. C'est pas une histoire de nostalgie, c'est juste que c'est une histoire de référence. Voilà. Et puis, donc ça, c'est ce que j'utilise principalement en street art, hein. Mais sinon, sur les endroits où j'ai l'autorisation, là, bah oui, là, je vais bomber. Et puis, effectivement, ensuite, alors à l'atelier, je travaille aussi du pochoir, parce que vraiment, j'aime ça. Mais pas que, voilà, je reste assez traditionnel, brosse, pinceau, peinture acrylique, aquarelle, beaucoup. En fait, je vais préférer quand même souvent les peintures avec un médium qui soit pas trop agressif. Donc l'aquarelle, c'est que de l'eau. La peinture acrylique, c'est une peinture à l'eau aussi. Comment les diluants sont pas agressifs, hein, beaucoup moins que tout ce qui va être peinture à l'huile avec de l'essence de terre et bentine, du white spirit ou des choses comme ça. Et donc, c'est une histoire aussi qu'à la longue, c'est des produits qui sont pas super bons pour la santé quand on les respire tout le temps. Donc, même si je mets des masques ou des choses comme ça, déjà rien que les bombes aérosols, c'est pas super. Mais voilà, si je peux limiter l'impact de ça, c'est pas mal. Donc, je préfère les choses un peu plus pas naturelles, parce qu'en peinture, on n'a pas tellement de matériaux naturels. Enfin, il y en a, mais c'est pas fou, quoi. Voilà. Et puis après, j'aime bien aussi travailler sur des supports assez différents. J'en ai rapidement parlé, mais voilà, des tiroirs en bois qui ont déjà une vie ou une toile toute neuve, ça m'intéresse tout autant en fait. On va pas raconter la même chose sur les différents supports. Par exemple, je fais beaucoup de pochoirs sur des disques vinyles également, mais j'aime bien les matériaux de récup. J'ai toujours aimé ça. Même si mes techniques elles ont pu évoluer dans le temps, il y a ça qui reste quand même un petit peu les matériaux de récupération qui sont bah, voilà, redonner une vie à quelque chose qui a priori va être un déchet. Je trouve ça assez intéressant dans l'idée aussi, quoi. Et donc, je vous ai vu donc à la France un incroyable talent et aussi à Ouais, American Got Talent. On en ouais, reviendra un peu plus tard dans l'interview. Et donc, vous avez utilisé des marionnettes comme, ouais. à la place de vous, même si c'est vous Ça, qui les dirigiez. Euh, mais d'où vous est venue cette idée finalement? alors, il y a deux raisons principales à ça. La toute première, c'est il y a très longtemps, il y a au moins 10 ans, je m'étais dit, tiens, parce que comme j'ai l'occasion d'ouvrir des concerts de pas mal de célébrités, en fait, je m'étais dit, tiens, si un jour j'ai l'occasion d'ouvrir un concert de Christophe, qui nous a quitté l'année dernière, il faudrait que je trouve quelque chose avec des marionnettes. Mais j'avais plutôt imaginé à l'époque des marionnettes à gants, des marionnettes à main, qui tiendraient des pinceaux, et puis moi je peindrais comme je peins d'habitude en live. Voilà, et cette idée-là, en fait, je l'avais mise dans un carnet et puis rangée voilà, dans ma boîte à idées. Puis je m'en suis jamais servi. Et puis, un jour, et ça je me rappelle très bien, c'est en 2014, j'ai eu un très très gros souci avec mon dos. J'ai fait une sciatique vraiment violente avec la jambe paralysée, etc. Et j'ai dû annuler des galas. Et du coup, pendant le temps où je pouvais pas bouger, je me suis dit, tiens, tu vois, mon petit bonhomme, si tu avais creusé ton idée de marionnette, et si tu avais une marionnette, peut-être qu'elle aurait pu te remplacer sur les galas que tu peux pas faire actuellement. Et bah, du coup, j'ai utilisé un peu le temps de repos que j'avais besoin pour me construire une première marionnette euh, pour essayer. Alors, c'était vraiment une marionnette brouillon, hein. Elle n'est pas du tout la tête qu'elle a aujourd'hui. C'était vraiment du bricolage, mais c'était juste pour voir si, dans le principe, j'arrivais à faire quelque chose de correct. Déjà, je me suis dit, si j'arrive à faire quelque chose de correct, en travaillant, on pourra peut-être faire quelque chose de bien. Donc voilà, je me suis fait cette petite marionnette, alors vraiment comme dans la chanson de Christophe, avec de la ficelle et du papier. C'était super drôle parce que la marionnette, elle avait aucune tenue, elle était toute dégingandée, c'était super drôle. Et donc je fais le truc, je fais ok, bon bah je pense qu'il y a moyen de creuser l'idée quoi. Donc j'ai refait une autre marionnette un peu mieux, mais qui était très petite, qui était plus petite que celle que vous avez vue à Got Talent. Et puis j'ai commencé à montrer ça un peu dans deux, trois festivals. Ça a commencé, j'ai eu que des bons retours quoi, sur l'idée et tout.
Seule chose, c'est que c'était petit quand même, quoi. Et même si le point de départ, l'idée, c'était aussi d'être dans la performance du petit, là, pour le coup, ça l'était vraiment. C'était très, très intime. Donc, il fallait que je fasse un tout petit peu plus grand tout en restant à une échelle mini, quoi. Donc j'ai refait une marionnette un peu plus grand et puis là-bas il y a eu le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. Donc ça où j'ai pu montrer le numéro et c'est là c'est à partir de là en fait que les États-Unis eux ils ont vu l'émission et ils m'ont demandé pour America's Got Talent. Et du coup pour America's Got Talent j'ai refait une marionnette, j'ai tout relooké, j'ai tout refait son petit théâtre et tout pour avoir un côté plus cabaret en fait encore Frenchy et du coup ça a bien plu là-bas quoi. Ok. Et donc finalement, pour vous, que représente tout simplement bah, la peinture? Qu'est-ce que ça représente? Bah moi c'est pas tellement une histoire de représenter, c'est ma vie quoi. C'est depuis que je suis gamin je fais ça et je vois les choses à travers ça. Et je gagne ma vie avec. C'est vraiment un ensemble en fait. Quand je dis que je vois les choses à travers ça, c'est que la peinture m'a permis d'apprendre énormément de choses. Donc c'est pour ça que je dis que je vis les choses un peu au travers de la peinture, parce que vraiment ça me nourrit dans tous les sens du terme, que ce soit sur le plan intellectuel, sur le plan monétaire, et sur le plan des rencontres aussi avec les gens. Je veux dire, là je vais plus parler de mon activité de peintre performeur, mais je suis quand même super content d'avoir pu rencontrer des gens comme Alain Bachung, comme Juliette Gréco, comme Jacques Higelin, enfin ou plus récemment des gens comme Christophe Mahé ou des Pascal Obispo pour des plus jeunes générations ou des Jennifer il y a à ses débuts. Donc ça m'a amené aussi à rencontrer plein de gens bah, habituellement on les rencontre pas spécialement à moins d'aller voir leur concert quoi mais donc ça c'est aussi c'est plus anecdotique mais c'est chouette aussi quoi. Voilà, ça fait partie du sel de cette voie que j'ai choisie. Et donc, comme vous bah, venez de le dire, vous faites donc beaucoup de live painting. Donc, c'est peindre en live, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et donc, en fait, que ressentez-vous lors de ces shows? Alors, j'ai mis une petite phrase sur mon site web. C'est que, en fait, quand je fais un live painting, j'ai l'impression de faire un concert avec mes pinceaux. Je pense que c'est un petit peu comme, moi j'ai des tas de copains qui sont musiciens. D'ailleurs, je fais du live painting avec un groupe, avec le Jules Box. Enfin, normalement, on est en tournée, mais là, avec le Covid, c'est compliqué. Euh, mais il y a ça, il y a cette idée de partager avec le public un instant d'interprétation, de création, de magie, de poésie, de tristesse, de joie, mais voilà, tout ce petit mélange de choses qui font qui est commun, je pense, à toute personne qui monte sur scène, que ce soit un comédien, un musicien, un chanteur, un humoriste. Il y a cette relation au public qui est quand même assez particulière, quoi. Et ça c'est un truc dont j'avais besoin. Et l'activité d'artiste peintre classique qui consiste à être sur les bords de l'eau pour aller peindre des trucs ou dans son atelier ou quoi, je pouvais pas faire que ça. Je peux pas m'en contenter. Puis j'avais envie de faire de la peinture un spectacle aussi. Des gens qui, quand ils me voyaient faire un petit dessin ou des trucs comme ça, j'avais souvent une réflexion. Ah, c'est marrant comment on voit apparaître les choses petit à petit. Et je me dis, tiens, ça, c'est. Voilà, il y a une magie là-dedans, en fait. Comme les photos instantanées, là, les Polaroids, c'est magique de voir apparaître la photo, c'est mieux. Donc, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant aussi à travailler. Donc, au lieu de faire un petit dessin, bah, tu vas faire une grande peinture et puis faire de ça un vrai spectacle, quoi, en créant une vraie dramaturgie, un scénario, chorégraphie, je sais pas, mais voilà, imaginer quelque chose pour que voilà, la peinture et l'acte de création, ou en tout cas de réalisation, deviennent vraiment un spectacle. Et donc, vous faites donc ces shows pour des festivals,
des expositions, des ouvertures de concerts. Mais depuis finalement l'apparition du Covid, comment avez-vous fait pour vous adapter finalement? Alors, pour l'instant, il y a pas spécialement d'adaptation. Il y a plus un statu quo et une attente que la situation se débloque. S'adapter, là, c'est compliqué. La partie scène, de toute façon, c'est cuit. Depuis un an, c'est cuit. Alors si, avec le Jules Box, c'était quand à la rentrée, là, on a eu un petit peu de répit. On a réussi à faire 3-4 dates. Après, moi, j'ai quand même des commandes de particuliers aussi pour des tableaux, des portraits, des choses comme ça. Des gens qui me contactent par Internet et qui me passent des petites commandes, mais il y en a eu très très peu. Et donc du coup, heureusement qu'il y a quand même pour les indépendants les aides de l'État qui font que on arrive à payer nos charges et nos factures. Moi, je conçois pas le fait de rester chez moi à rien faire. Alors c'est pas le cas parce que en fait, euh, on va dire que jusqu'au mois de décembre, grosso modo, je suis resté extrêmement actif depuis mars dernier jusqu'à décembre. Là, j'étais hyper actif. Pour un premier confinement, je faisais quasiment une vidéo par jour sur TikTok. Et quand je dis une vidéo, c'était pas juste pour faire poète-poète, quoi. C'était une vraie vidéo avec du montage, avec un milieu, un début, une fin. Vraiment sur des trucs avec des anamorphoses, avec de la magie dans le dessin, par plein de choses. J'ai fait des trucs pour une école d'autistes. Bon, et puis après, j'avais des choses en préparation parce que il y avait effectivement la France a un incroyable talent, j'avais l'Allemagne a un incroyable talent également en préparation. Donc au niveau de l'été dernier, j'ai été très occupé à préparer tout ça. Septembre-octobre, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu quand même deux, trois petites dates qu'il a fallu préparer. Et puis voilà. Mais après, à partir de novembre-décembre, voilà, là tout s'est vraiment arrêté. Donc j'ai décidé de m'arrêter un petit peu aussi. C'était bien de faire une vraie pause, de souffler, pour mieux repartir après. Hello, je suis Reynald Zapata, artiste peintre. Bienvenue dans l'atelier. Alors, petite présentation rapide du lieu. Ici, on est dans la pièce principale où se passe, je veux dire, allez, 70% de 60-70% du travail. Avec, vous voyez derrière moi, il y a des toiles qui sont en séchage, qui sont pas en stockage, parce que le stockage ça se passe ailleurs, mais en tout cas le séchage ou le travail des toiles, les toiles pas encore déballées, neuves, elles sont ici. Et puis, alors vous avez vu au-dessus de moi, il y a quand même de la petite réserve de papier, de toiles, de rouleaux, tout ce que j'ai besoin d'avoir sous la main pour pouvoir travailler. Et puis ici, on a le mur de travail. Attendez, je m'éloigne un petit peu. Voilà. On a le mur de travail, c'est-à-dire que c'est là où je vais poser mes toiles, quand je vais répéter mes live painting ou quand je vais faire des grands formats. Voilà. Et donc ça se passe comme ça. En fait, j'accroche tout simplement ici ma toile et puis évidemment elle est plus vierge, mais quand elle l'est, c'est ici que je fais mes répétitions avec mon petit poste de musique très minimaliste qui se trouve ici, mais j'ai vraiment pas besoin de plus. Et puis en dessous on a le petit tiroir avec tout ce dont j'ai besoin, mes pinceaux, les couleurs, toutes ces choses là, vous voyez, ça gicle un petit peu partout. Ça, c'est pour la pièce, on va dire, principale. On va continuer de faire un tout petit peu le tour. Je vais vous montrer ma petite partie bureau. Alors, bureau de l'atelier, parce que j'ai deux bureaux. Il y a le bureau, on va dire, de travail, mais qui va être plus administratif, informatique, ou plus de recherche aussi, mais vraiment sur le papier. Et puis là, j'ai aussi mon petit bureau de travail pour les petites choses, vraiment toutes petites choses, que ce soit des aquarelles, tout ça. Donc, je vous montre ça. Nous voilà donc sur mon petit bureau avec, vous voyez, un petit, vous voyez avec ainsi un petit carnet avec des dessins. Je vais me procher un petit peu, vous voyez, voilà. Alors les dessins, je les fais pas direct sur le carnet, je les fais d'abord sur des papiers, puis ensuite je les colle dedans, voilà. Et puis alors derrière moi c'est ma petite... Ah oui non, attendez, je vous montre d'abord les pinceaux, vous avez peut-être aperçu, des pinceaux énormes.
Ils sont vraiment grands, hein. Voilà. Ça, c'est des pinceaux que j'ai ramenés de Shanghai et on s'en sert réellement, hein. C'est pour faire des calligraphies géantes. Et alors, puisqu'on parle de Shanghai, on parle de la Chine et derrière moi, c'est ma petite collection, mon petit cabinet privé avec. Attendez, je vous fais un gros plan. Voilà, allez, je vous ouvre ça. Alors évidemment, c'est des choses. Alors je m'en sers hein, de toutes ces choses. Je suis pas juste un collectionneur. Pour faire joli. Donc là, des pinceaux pour la peinture chinoise, peinture et calligraphie. Ça, c'est une pierre à encre. J'essaie de faire attention avec les ombres. Voilà, ici, on broie l'encre de Chine avec de l'eau. L'encre de Chine se présente sous forme de bâton au tout départ. En bâton comme celui-ci, par exemple. Ça, c'est un bâton d'encre. Alors celui-là il est décoré, il est un petit peu ancien, hein. Alors celui-là je m'en sers pas évidemment, il est en déco. Encore des pinceaux aussi. Alors ils ont des fonctions un peu différentes. Alors ceux-là ils sont noirs parce que je m'en suis assez servi. Celui-là pas encore, tiens. Dis donc, là encore une pierre. Ça ce sont des sceaux en fait qu'on va graver. Alors celui-ci je l'ai gravé moi-même par exemple. Avec pareil, hein, il y a des petits outils pour ça. Et puis là, on a une pâte, la pâte pour le seau, qui est une pâte rouge, pour signer les tableaux. Voilà pour mon petit cabinet des curiosités. Après, c'est des petites choses que je fais moi. Et puis il y a aussi une partie un peu entreposage du matériel, hein, forcément. Là j'ai tout un tas de petits pochoirs, là des tas de bricoles, évidemment comme dans un atelier, tout un tas de petites choses, des clous, des vis qui peuvent servir à n'importe quoi. Ça c'est mon livre, c'est enfin mon livre, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est un de mes livres fétiches, une de mes bibles, avec vraiment un grand cours d'anatomie comme il est écrit dessus. C'est une grosse référence. Évidemment tout mon matériel pour le street art, plein de choses. Je vous fais un petit plan sur ma poubelle parce que pour ceux qui connaissent la chanson, voilà, ce soir je serai la poubelle pour aller danser. Merci d'avoir suivi cette petite visite succincte de l'atelier. Alors c'est en plus une petite exclue pour vous parce que l'atelier il se visite pas normalement, je l'ouvre pas au public, c'est vraiment un lieu qui est réservé au travail, à la recherche. Donc voilà, petite exclue pour vous. Alors j'espère que ça vous aura plu et puis surtout intéressé. Et je vous remercie pour ça. Ciao! Et donc, quand on vous fait une demande de peinture, quelles sont les étapes de préparation? Parce que sur des shows ou dans des ouvertures de concerts, on vous voit le faire en quelques minutes, parce que je suppose qu'il y a des étapes de préparation. Ouais, tout Avant à fait. cela? Oui, ce qu'on voit sur scène, c'est simplement la restitution d'un travail qui va être de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. On me dit, tiens, tu vas faire le portrait je sais pas, tu vas ouvrir le concert de Maître Gims, par exemple. Alors comme par exemple, j'écoute pas spécialement Maître Gims, il va déjà falloir que je m'intéresse à sa discographie, que je connaisse un petit peu mieux que les 2-3 titres que j'ai entendus à la radio pour savoir de quoi il parle, ce garçon en général, à quoi ça ressemble vraiment, etc. Je vais chercher tout un tas de photos et à partir de ces photos, je vais commencer à faire 2-3 croquis différents pour voir quelle pose serait bien. Voilà, je vais me faire un choix d'images en fait. Et là, donc, comme je disais, je vais me faire des croquis. Et une fois que j'ai cerné le personnage, ce croquis, je me le transpose en grand à l'atelier sur mon mur de travail. Et puis là, je réfléchis. Alors, entre-temps, j'ai aussi sélectionné une musique qui me parle le plus possible. Et puis, ou qui va être aussi qui peut être aussi intéressante sur le plan scénique. Parce qu'il y a des morceaux qui peuvent être rythmés d'une certaine manière ou qui peuvent avoir des coupures à certains endroits. Donc tout ça, c'est des choses qu'on aime bien utiliser.
Donc une fois que j'ai fait ces deux sélections, à savoir mon portrait et ma musique, bah, tout ça, je le mets en grand à l'atelier. Et là, je mime un petit peu, j'essaye de réfléchir comment je peux faire les choses. Et une fois que je sais un petit peu comment je vais y aller, bah, je prends les pinceaux, je les trempe dans la peinture et c'est parti. Je commence à répéter, alors pas sur des grandes toiles évidemment, mais plutôt sur des grands papiers craft. Tant pis si c'est moche, je m'en fiche, mais c'est juste pour avoir bah, la mesure des choses, quoi, tout simplement. Et puis intégrer ce portrait, donc apprendre la forme, les proportions, les directions, tout ce qui fait que, bah, à la fin, il faut que ça ressemble. Hein. Donc, voilà, après, il y a voilà, les différentes phases, quoi. Conception, élaboration, où je veux dire, où on réfléchit dans quel sens je vais faire les choses. Et une fois que ça, c'est bien en place, hop, on apprend concrètement et je répète. Je répète jusqu'à ce que ça passe comme il faut. Et donc, ça vous prend à peu près combien de temps pour mettre au point un tableau Alors, un portrait live, en fait, ça va un petit peu dépendre du personnage aussi, mais ça dépend, ça peut être entre 2 et 4 semaines. Et donc, c'est bizarre dit comme ça, mais avez-vous déjà loupé ou une peinture dans un show ou que vous soyez pas... Parce que je pense que la fin du portrait, par exemple, doit tomber à un moment précis dans la musique. Oui, alors, louper un truc, ça se résumerait pas à ça, parce que ça encore, c'est pas très grave à la limite, parce qu'il y a quasiment que moi qui le sais. Mais effectivement, de louper un portrait, c'est-à-dire, voilà, il est terminé et bah, il est moche, le portrait. Alors c'est arrivé, ouais, c'est arrivé. C'est arrivé parce que alors là je cherche pas d'excuses. C'est juste les causes et les causes sont tout à fait de ma faute. À savoir, bah t'as juste pas assez travaillé, mon gars. Voilà, tu pensais que t'avais assez travaillé, bah non, tu l'as pas assez travaillé. Tu n'as pas maîtrisé ton sujet, tout simplement. Ou alors ça a été par un bon choix de photo, par exemple, où j'aurais pas dû prendre cette pose-là, mais une autre, parce qu'en photo ça marche très bien, mais en dessin ça marche moins bien. Ou parce que j'ai fait un mauvais choix de musique. J'aurais dû prendre une autre musique, celle-ci n'était pas bien pour faire ça. Voilà, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs... donc oui, il y a eu plusieurs loupés. Après, des loupés graves, euh, pour l'instant, j'en ai un qui me vient en tête, mais il doit y en avoir deux, trois autres. J'en ai un qui me vient en tête, c'était sur un festival où je faisais le portrait de... mince, j'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. Effectivement, je fais le portrait et déjà sur scène, je trouvais que je le sentais pas le truc, mais quand je revois les images, je me dis mais c'est juste abominable quoi. Euh, c'est comment j'ai pu faire un truc pareil. Donc celui-là, ouais, on l'a vite mis au feu. Après, j'ai eu des accidents. Donc là, ça c'est autre chose. Par exemple, voilà, je suis presque fini le portrait et puis malencontreusement, il y a une goutte de peinture qui vole et qui vient s'écraser à un endroit qu'il faut pas et qui va me masquer un œil, par exemple. Ça, c'est un accident. Alors heureusement, ça arrive rarement, mais c'est arrivé aussi, quoi. Alors après, en coulisses, je vais corriger un petit peu, mais sur le moment, c'est un peu embêtant parce que là, j'ai pas de gomme. Hein. Faut pas, on n'a pas trop le droit à l'erreur. Attends, attendez, je vais refaire ma question. Euh, Quel serait votre plus grand rêve, que ce soit en émission télé ou dans une ouverture de concert ou tout simplement une personne avec qui vous avez envie de collaborer? Alors, en émission de télé que j'avais rêvé de faire, ça c'est fait, c'était le plus grand cabaret du monde. C'est à mon sens la meilleure émission de numéros visuels qu'on ait pu avoir en France. Et ça a été la seule pendant de longues années aussi, enfin les dernières années. Après, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Euh, donc, alors après, bah, je sais pas trop. En fait, sincèrement, j'ai eu la chance de faire tellement de gens incroyables. Euh, et puis il y a les plus incroyables là. J'aurais pu faire, que j'ai jamais fait, ils sont plus là, hein, les Aznavour, les Johnny Hallyday,
Voilà, ça c'était le top top là-haut. Bah, j'ai plus ces gens-là. Non, je vois pas trop là en fait. Alors pas que je sois blasé ou quoi, j'ai plein de choses à faire. Mais je me dis pas, tiens, pour faire telle émission. Parce que là, pour l'instant, il y a pas, à mes yeux, il n'y a pas un truc que je trouve fou ou dingue. Par contre, alors effectivement, on me dit, tiens, je te place chez Drucker le dimanche après-midi. Je suis super heureux. Drucker, c'est pas, je regarde pas Drucker, mais ça reste une institution, c'est un dinosaure. Je sais que ça fait de l'audience. Donc effectivement, il y a des émissions comme ça où, bah oui, c'est toujours super de pouvoir accéder à ça. Euh, il y a plein de trucs comme ça, mais j'ai pas un objectif quoi en fait. Moi, mon objectif, ce serait plutôt euh, de continuer à faire ce que je fais, mais encore plus. Et puis, effectivement, oui, s'il y a des émissions à faire, ok, pas de problème, mais pas une en particulier en fait. Et donc, que diriez-vous bah, finalement à une personne comme moi qui est euh, jeune qui est passionné de peinture, que lui diriez-vous? Bah, moi, je dis souvent une chose, c'est ce qu'on fait, faut savoir. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, là, en parlant de coach. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi on le fait et pour qui. Voilà. Alors, on peut être passionné de peinture et pas forcément avoir envie d'en faire son métier. Donc là, la question, elle est réglée. Bah, ça reste une passion et ça n'a rien de péjoratif ce que je dis. Moi, je connais des amateurs, comme on dit, qui pourraient donner des leçons à bien des pros. Donc là-dessus, il y a pas de souci. Mais simplement, c'est-à-dire qu'on fait le choix que bah, ce sera à mes heures de loisirs et si éventuellement je fais une expo dans une asso ou dans une maison de quartier, une MJC, peu importe, super. Mais voilà, il n'y a pas plus de prétention que ça. C'est juste vraiment un plaisir, quoi, perso, soit d'apprendre, soit voilà, de peindre, de dessiner. Après, effectivement, quelqu'un qui me dit, un jeune qui me dit, moi, voilà, je veux être artiste peintre, c'est une chose, mais on peut faire plein de choses en fait dans le domaine des arts. Euh, il peut y avoir du design, il peut y avoir du décor, il peut y avoir, il y a tellement de choses. Il y a la pub, il y a énormément de choses. Il y a toute l'animation sur l'ordi, c'est colossal. Donc, si je vais me concentrer sur ma partie que je connais le mieux, c'est artiste peintre. Euh, Jeune, si tu as envie d'être artiste peintre, ok, vas-y, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, deux, trois choses. Il faut avoir les reins un petit peu solides. C'est pas simple du tout de se faire un petit nom ou de se faire un grand, c'est encore pire. Mais de se faire son réseau. Après, bah, aussi trouver sa patte, de quoi on va parler, qu'est-ce qu'on va peindre, etc. Euh, c'est pas un parcours tranquillou, hein. Ça, il faut bien le savoir. Et puis, bah, il y a quand même du monde au portillon, comme on dit. Il y a de la concurrence. Euh, donc, voilà, faut se blander un petit peu les épaules hein, quand même. Hein. C'est pas évident. Donc ça, c'est juste sur l'aspect humain des choses. Après, il y aura l'aspect financier hein, qui est pas négligeable. Donc il faut aussi savoir que c'est pas forcément une activité bien rentable tout de suite. Et auquel cas, est-ce que je fais un compromis? Est-ce que je vais bosser à McDo à mi-temps à côté? Alors je dis McDo, mais ça peut être quelque chose de. Moi, par exemple, j'ai donné des cours de peinture pendant longtemps. Je veux dire, la première moitié de ma carrière, j'ai aussi donné des cours de peinture. Je faisais pas que du live ou des expos. Mais voilà, on peut aussi aller dans euh, même si on doit faire un job salarié, je veux dire, on peut aussi l'axer dans ce domaine-là. Alors après, en ce qui concerne bah, les études,
parce que soit on peut s'autoproclamer artiste, il n'y a pas de problème, et faire des choses tout sans aucun bagage artistique. Il y a un street artiste qui s'appelle Jordan Saget d'ailleurs, par exemple, qui lui cartonne depuis 3-4 ans. Enfin, c'est pas que 3-4 ans qu'il fait de la rue, c'est un petit peu plus, mais pas beaucoup plus finalement. Et aujourd'hui, ce gars-là, il bosse quand même un petit peu pour Vuitton. Donc, je veux dire, tout est possible. Il faut juste aussi avoir des stratégies de com ou des choses pour que ça se passe, quoi. Mais c'est beaucoup d'énergie, quoi. Voilà. Mais encore une fois, voilà, tout est possible dans ce domaine-là. Ok. Et je crois qu'on arrive donc à terme de cette interview. Avez-vous un petit mot pour terminer cette vidéo? Un petit mot. Non, juste on a hâte. Les artistes de pouvoir reprendre notre fonction de base, à savoir pouvoir à nouveau montrer notre travail en toute liberté, sans entrave au public. Et quand je dis artiste, je pense pas uniquement les artistes, il y a aussi tous les gens qui entourent les artistes. Il ne faut pas oublier ça. Parce que sans ces gens-là, les artistes, il y en a beaucoup qui seraient pas là où ils sont. Et j'entends par là tout ce qui va être producteur, tourneur, tous les gens qui investissent pour qu'on puisse montrer notre travail, tout ce qui va être de l'ordre des techniciens. Qui aident les gens, tout ce qui est de l'ordre des assistants, des secrétaires, des managers, des attachés de presse, tous ces gens-là. Et puis, alors plus globalement aussi, surtout, je voudrais vraiment m'adresser à ça, parce que depuis le début, beaucoup, faut aider la culture, faut sauver la culture, etc. Mais on parle que des intermittents, quoi. Alors moi, la plupart de mes amis sont intermittents, donc loin de moi l'idée de leur tirer dans les pattes, bien au contraire. Mais il n'y a pas que des intermittents qui font des spectacles. Et tous les gens dont je vous ai parlé avant, à savoir les producteurs, etc., sont des indépendants. Donc j'aimerais dans le discours de revendication générale des acteurs culturels, moi j'aime bien ce mot-là, acteurs culturels, qu'on englobe tout le monde et qu'on ne parle pas seulement au nom d'une caste, à savoir l'intermittence. Il n'y a pas que l'intermittence qui fait la culture. Voilà. Eh bien, encore une fois, un grand merci donc à Reynald Zapata d'avoir accepté cette invitation. C'était un super bon moment en votre compagnie. J'espère que vous aurez appris plein de choses autant que moi finalement. Et donc, si cette vidéo te plaît et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.